Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Alors, à tous. Vous êtes homme politique, on sait que vous êtes aussi philosophe, ancien député, ancien maire de Rambouillet, que vous avez déjà une longue carrière politique derrière vous. Et vous pensez à l'avenir immédiat. Je voulais commencer par cette pétition que vous allez lancer sur Noël, précisément. Nous avons mis en ligne depuis hier soir un site qui s'appelle touchepasaNoël.fr, sans accent, sans tréma, sans rien. L'objectif de ce site est de nous adresser au président de la République en le mettant en garde sur les dangers qu'il y aurait à vouloir nous empêcher de fêter Noël. Noël est une fête universelle. C'est une fête, c'est un moment de trêve, de paix, de calme. On espère de paix familiale et de regroupement, même de si, foyer aussi. Évidemment, dans certaines familles, c'est compliqué. De foyer, de respiration. Enfin, nous avons tous besoin de ce temps-là, particulièrement dans la période où nous sommes. Et partout d'où me remontent les témoignages de nos concitoyens depuis tous les endroits du territoire, on se demande, et beaucoup de gens se demandent comme moi, comment ferait-on s'il n'y avait pas dans la vie sociale ces temps de respiration? Il faut le maintenir, coûte que coûte, et faire confiance aux Français. Faire confiance aux Français. C'est le sens du projet politique que je vais porter, on en parlera sans doute dans quelques instants. Mais voilà, c'est pas tant une question, c'est une question spirituelle pour les croyants bien sûr, mais c'est une question de respiration, d'affection, de vie sociale, de vie culturelle, c'est tout ça à la fois. Donc ne touchez pas à Noël, c'est important pour nous, c'est essentiel pour nous. Donc adressez-vous au président de la République par le biais de cette pétition, touchepasaNoël.fr, signez la pétition en ligne et vous nous aiderez à faire en sorte que ce temps de respiration soit maintenu. Quand commence Noël, Jean-Frédéric Poisson? Parce que spirituellement parlant, il y a le jour de Noël, mais économiquement, ça commence bientôt déjà. Hein, ça commence, le temps de Noël commence avec l'Avent pour les croyants, c'est-à-dire le 29 novembre. Noël commence à partir du moment où les Français le préparent. Et enfin là, vous avez 15 jours. On sait bien que, comment dire, dans beaucoup de familles, on commence à discuter du point de savoir si on va se retrouver, à combien, à quel endroit, comment, etc. Donc, encore une fois, parce que c'est une fête qui est importante pour toutes les familles et tous nos auditeurs, il faut leur donner la visibilité qu'il convient et leur dire, d'ores et déjà, vous pourrez fêter Noël, faites attention, mais vous savez, les Français ne sont pas des enfants. Quand me remontent de nos cadres départementaux qui sont un peu partout en France, les réactions de nos concitoyens, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils disent, mais on n'a pas envie d'attraper le virus, nous, on n'est pas débiles. Donc on sait bien qu'il faut respecter les choses, faire attention, etc. Bon, on le fera en famille comme on le fait partout, comme on nous le demande. C'est la société subsidiaire dont vous parlez dans votre essai qui s'appelle La Voix du Peuple et que vous préconisez. C'est une société de confiance qui consiste à faire exactement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi la crise sanitaire est si difficile à gérer et pourquoi est-il si difficile de s'en dépêtrer? D'abord parce que la gestion qui en est faite est absurde. Absurde. Le Premier ministre disait l'autre jour, les magasins de jouets sont réouverts le 1er décembre, mais les librairies resteront fermées. Allez expliquer ça, allez comprendre une chose pareille. Et je ne parle pas de ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la situation des restaurateurs, des cafetiers, les libraires avec votre interlocuteur précédent, etc. Quel est le fond du problème? Le gouvernement décide de diriger en vase clos. Le Conseil de défense a remplacé le Conseil des ministres, qui c'est pas du tout anodin en termes institutionnels et de bon. Quelques personnes décident entre elles. Elles imposent à la France entière un mode de fonctionnement qui est unique pour tous. Résultat, on traite les zones les plus rurales de notre pays où les chances de contamination sont nulles, comme les zones les plus urbaines où la contamination et le confinement deviennent invivables. Mais ce reproche, Jean-Frédéric Poisson, elles l'entendent, elles le connaissent. Donc elles n'ont aucun intérêt. Les personnes que vous désignez, et donc elles n'ont pas non plus de raison de planter l'économie du pays. Quel gouvernement aurait un intérêt à planter le 13e mois de l'économie française? Ah, vous savez, il n'y a pas forcément une raison délibérée. L'aveuglement peut suffire. L'idéologie peut suffire. La volonté de transformer la société sans que les Français s'en rendent compte peut suffire. C'est-à-dire? Ah, mais je me souviens très bien que le modèle d'Emmanuel Macron, c'est un modèle néolibéral, hyper numérisé, dans lequel il n'y a plus de salariés, mais des comment appelle-t-on ça, des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs. Il y a le moins de règles économiques possibles. C'est le projet qu'il a défendu devant les Français il y a 3 ans.
Il faut s'en souvenir. On n'a plus de mémoire de ça, mais il faut tout de même s'en souvenir. Donc vous dites que la pandémie sert son projet économique. Je pense que... qu'il l'utilise. Je pense qu'effectivement... Que c'est un hold-up, en fait. Un certain nombre de personnes sont tout à fait ravies de voir que la société française prend la direction qu'elle prend parce que ça sert leur projet politique. Vous comprenez, il y a des manières assez différentes de voir le monde. Ou bien vous articulez la société sur les liens naturels que constituent les bourgs de village, les commerces de centre-ville, les relations sociales de proximité entre les gens, etc. Et vous faites un pays à partir de ça, c'est l'histoire de la France. Ou alors, vous dites, moi, mon modèle de société, c'est la numérisation, c'est Uber, c'est les GAFA, tout est commandé en ligne, et on produit tout à l'étranger, rien ici, etc. C'est un autre modèle de société. Nous sommes en train de passer insensiblement du premier, qui est notre histoire, au deuxième, qui est le projet d'un certain nombre de personnes, dont le chef de l'État. Mais Jean-Frédéric Poisson, le choix de transformer la France en plateforme commerciale de produits fabriqués pas cher à l'étranger, c'est un choix qui ne dépend pas d'Emmanuel Macron et qui remonte à bien plus loin que lui. Oui, il ne dépend pas d'Emmanuel Macron historiquement dans son déclenchement. Je veux bien. Il a quand même beaucoup accéléré le mouvement, et en tout cas, alors qu'il avait tous les éléments pour équilibrer, le cas échéant, ou bien contenir un certain nombre d'évolutions qui sont défavorables, il ne l'a pas fait. Parce qu'il est plus convaincu encore que ses prédécesseurs du bien fondé de ce modèle-là, qui nous détruira et qui est en train d'asphyxier la France et de nous mettre à genoux. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes et aux moins jeunes aussi, aux catholiques en tout cas, qui ont manifesté pour obtenir des messes? Je leur dis merci d'avoir manifesté. D'ailleurs, j'étais avec eux vendredi à Saint-Sulpice à Paris et devant l'église Sainte-Bernadette de Rambouillet dimanche après-midi. Je comprends la vitalité avec laquelle ils protestent contre des atteintes sans précédent dans notre histoire à la liberté de culte. Même les Allemands ne l'avaient pas fait pendant l'occupation. Même la Révolution française n'a pas réussi à le faire. C'est pour vous dire si même la Troisième République n'y a même jamais pensé. Mais enfin, c'est pour une bonne raison. C'est à la différence des Allemands et de la Révolution. Non, ça n'est pas pour une bonne raison. Il n'y a pas de bonne raison d'empêcher les gens de célébrer leur culte à partir du moment, c'est ce que nous avons tous fait, chrétiens comme les musulmans, comme les juifs, partout où les croyants se sont réunis. Depuis le déconfinement, nous avons partout mis en place des mesures sanitaires, partout. Il n'y a pas une église de France où vous n'avez pas du gel hydroélectrique, à chaque fois je me trompe, du gel hydroalcoolique à l'entrée, des masques partout, une chaise sur deux. Il n'y a pas une église de France où les choses ne se passent pas comme ça. Et nos auditeurs le savent bien. Parmi eux, évidemment, il y en a qui vont à l'office et qui voient bien que ce que je dis, ils le vivent comme moi le dimanche matin et les autres jours. Donc là encore, laissez les gens qui sont intelligents, qui sont responsables, laissez-les faire, nom d'une pipe, donnez-leur les contraintes, dites-leur comment ça doit se passer, et puis ils feront. Et si vous voulez venir faire contrôler par les policiers de temps en temps pour voir que tout se passe bien, eh bien que les policiers viennent contrôler. Vous pensez que des évêques devraient manifester ? Oh, je ne sais pas si le rôle d'un évêque c'est de manifester. J'ai déjà vu des évêques dans la rue, j'étais très content de les voir, figurez-vous. Mais là vous déplorez qu'ils n'y soient pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne déplore rien. Chacun voit midi à sa porte. Moi, mon rôle c'est de soutenir les manifestants et d'être avec eux parce que je partage leur intention. Après, ces manifestations sont pacifiques. Vous savez, nous étions 400 personnes à Rambouillet dimanche après-midi. Il y avait 6 policiers et un des policiers m'a dit, vous savez, on est beaucoup trop nombreux. Il parlait des policiers. Il y avait trop. C'était tellement calme et tellement pacifique et tellement bon enfant que. Manifestation autorisée. Manifestation autorisée, bien entendu. C'est pour ça que ceux qui veulent assimiler nos manifestations à la prière de rue sauvage d'un certain nombre de musulmans qui conquièrent l'espace public de manière un peu brutale se trompent. Aucun des rassemblements qui s'est tenu dimanche dernier n'avait été interdit par les autorités. Donc ces rassemblements se sont tenus. Vous entendez bien avec Gérald Darmanin ? On se connaît assez peu. On a fait ensemble 2 années à l'Assemblée nationale avant qu'il ne devienne maire de Tourcoing. Je pense qu'il a, comme beaucoup de ses contemporains et beaucoup de nos contemporains, une vision erronée de la place du fait religieux dans la vie sociale. Pourtant, il a envoyé des messages, je ne veux pas trop vous interrompre, Jean-Frédéric Poisson, il a envoyé des messages plutôt sympathiques aux catholiques. Non, mais c'est, monsieur Dauphren, la sympathie consisterait à arrêter de nous prendre pour des enfants, arrêter de nous prendre pour des andouilles, arrêter de piétiner les droits des communautés des croyants, et des autres d'ailleurs,
et à nous dire, voilà, on a bien compris, la liberté de culte est une liberté fondamentale, vous avez un droit irréfragable, incontestable, à aller célébrer les offices dans les édifices qui sont les vôtres. Donc nous vous faisons confiance et nous savons que entre les évêques ou les prêtres ou les conseils de paroisse, les imams, qui vous voulez, les autorités religieuses, les préfets et les maires, on sait que vous arriverez à vous organiser pour faire en sorte que tout aille bien. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème à considérer qu'il ne faut pas plus de 6 personnes dans une église ? Alors ceux qui nous écoutent et qui habitent les villages de France, dans lesquels il y a 40 places dans l'église et qui ouvrent un jour sur 6, 6 personnes, ça se comprend. 6 personnes à Saint-Sulpice ou à Saint-Augustin à Paris, pour ne prendre que celle-là. Enfin, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la cohérence de ce genre de disposition ? Il n'y en a aucune. Donc, laissez faire les Français. Faites-leur confiance. Et moi, je veux convaincre les Français dans ce projet présidentiel que nous ne redresserons pas le pays si nous ne faisons pas confiance au peuple français. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre « La voix du peuple ». Qu'est-ce que le peuple, d'ailleurs, Jean-Frédéric Poisson ? Les bobos, c'est le peuple aussi ? Mais bien sûr. Mais personne n'est exclu de cette communauté qui est censée vivre elle est sous l'égide de la même loi, avec, dans le même espace géographique. Donc c'est tout le monde. Bien sûr. Personne ne doit en être exclu. D'ailleurs, je suis, comme vous le savez probablement, un chrétien social du point de vue de mon enracinement philosophique et politique personnel. Il y a cette très belle phrase d'un de mes prédécesseurs en politique, c'était Edmond Michelet, qui disait « Si un seul homme est exclu de cette cité, je ne veux pas en faire partie ». Nous portons, nous, un message qui est universel, ce que nous s'adresse à tous, et nous sommes au service de tous. Il ne m'appartient pas, il ne nous appartient pas de trier. Mais quand on dit peuple aujourd'hui, généralement, c'est pour l'opposer, bloc populaire, bloc élitaire. Vous savez, le clivage. Le peuple est là, en fait, contre les personnes qui ne font pas son intérêt. Le peuple n'est contre personne. Le peuple se rend compte, à un moment donné, qu'il y a un petit groupe de personnes qui agissent de manière égoïste et contre l'intérêt général. C'est ça qui engendre le populisme. Le populisme, c'est pas la faute du peuple. Le populisme, parfois, c'est la faute de ceux qui agissent contre lui. J'y consacre d'ailleurs un chapitre ou quelques passages dans mon livre. Le mouvement des élites qui est si contestable, pourquoi l'est-il ? Parce que eux-mêmes considèrent qu'ils ne font plus partie du peuple. Eux-mêmes considèrent qu'ils ne sont pas obligés aux mêmes lois que nous tous. Eux-mêmes considèrent qu'ils sont placés en dehors des obligations, en dehors... Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mais le comportement d'un certain nombre de personnes. Écoutez, lorsque on apprend que effectivement les nominations se font au détriment d'un certain nombre de principes de droit, lorsque le gouvernement ou le chef de l'État s'affranchit d'un certain nombre de contraintes constitutionnelles, lorsque M. Delevoye considère qu'il peut être au gouvernement en ayant 23 différents types de responsabilités, en ne les déclarant pas toutes aux autorités comme c'est obligatoire. Enfin, tout ça sont des manières de dire au peuple, il y a les lois pour vous, et puis il y a d'autres lois pour moi, c'est moi qui décide de quelles lois s'appliquent pour moi. Ça, c'est pas acceptable. Et je comprends très bien la réaction extrêmement énergique des Français qui disent on ne veut plus être gouverné par des gens qui nous considèrent comme d'une certaine manière à leur service et qui ont pour nous du mépris. Et souvenez-vous, pendant la crise des Gilets jaunes, de quelle manière les membres du gouvernement parlaient des manifestants, en les injuriant, en les traitant de fascistes, d'homophobes, de je ne sais pas quoi. Enfin, mais est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part ? Le président de la République, Emmanuel Macron, va dire devant le Bundestag aux députés allemands, vous avez compris le sens de l'histoire parce que vous êtes allemand et vous avez compris l'Europe, mais de l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire en France, le peuple français n'a toujours pas compris. Comment un président de la République le mépris, peut parler en fait, de ça ? c'est ce qui caractérise du mépris et le sentiment d'être dirigeante. Au-dessus des lois. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est d'ailleurs l'explication, la première, de ce sentiment de défiance et de mépris que tout le monde ressent. Tout le monde ressent ça. Enfin, je n'invente rien, je crois. Jean-Frédéric Poisson, il y a, dans la course à la présidentielle, il y a... Alors, on sait, il y a Bruno Retailleau, il y a peut-être le général de Villiers. Ça fait quand même beaucoup de monde sur ce créneau, non ? Je ne sais pas s'il y aura tant de monde que ça. Je vais même vous dire, je serai le seul candidat conservateur de cette élection. Alors, je ne suis pas que conservateur. Vous avez pu voir dans mon ouvrage qu'il y a beaucoup d'autres considérations que celle-là. Je veux dire par là que moi, je ne suis attaché à aucune forme de contrainte partisane ni politicienne. Je ne suis pas lié par des systèmes d'alliance qui me contraindraient à dire des choses que je ne veux pas dire ou inversement. Donc ça, c'est pour Bruno Retailleau ? Oui.
Et pour les autres, c'est pareil. Je ne suis pas sûr que les autres soient candidats, de ce que je peux en comprendre en tout cas. J'entends beaucoup d'agitation médiatique sur les candidatures putatives de tel ou tel. J'observe que pour l'instant, le seul qui soit déclaré candidat, c'est moi. Et que je pense que ça va durer un moment. Vous êtes le Mélenchon de la droite ? Alors d'abord, c'est pas une injure pour moi d'être comparé à Jean-Luc Mélenchon. J'ai de l'estime pour les gens qui défendent leurs convictions et qui le font d'une certaine manière, quoi qu'il en coûte. C'est un peu l'histoire de ma vie politique personnelle. Après, on n'est pas exactement sur les mêmes trajectoires, mais j'observe que cette volonté de contester, quoi qu'il arrive, la domination de l'argent sur les sociétés où nous sommes, une certaine forme de matérialisme que nous ressentons tous. Enfin, j'ai le sentiment que j'entends beaucoup, en tout cas, de personnes me partager ce sentiment sur le fait que la société moderne consumériste est dans une impasse. Et là, c'est un point commun avec Mélenchon, avec la même détermination, la même condamnation du système libéral ou néolibéral que lui, et la même aversion pour tous ceux qui méprisent les gens, oui, sans doute. On voit aussi ce qui vous sépare, Jean-Frédéric Poisson. Alors c'est vrai que les États-Unis, c'est vraiment très différent. Mais vous voyez, un Donald Trump ne parlerait pas du tout comme vous. Par exemple, il n'a pas du tout l'aversion pour le système économique que vous décriez. Et il est beaucoup plus à l'aise avec le monde de l'argent. Est-ce qu'il y a une culture catholique, là, particulière, qui fait que c'est un petit peu plus délicat pour nous enfin pour nous, quand je dis pour nous, je dis pour le monde catholique en général, d'être libéré de certains de ces schémas, en particulier à l'égard du système économique ? Oui, c'est probable. C'est probable, même si il y a écrit quelque part dans l'Évangile, comme nous l'avons tous lu un moment ou un autre, qu'il faut savoir se faire des amis avec l'argent trompeur. C'est assez mystérieux d'ailleurs ce verset, mais Donald Trump ne parle pas comme moi, mais parce que il est américain et que c'est pas mon cas. Premièrement, deuxièmement, il est milliardaire et c'est loin d'être mon cas. Mais troisièmement, ça ne l'empêche pas d'avoir dans sa responsabilité de président américain défendu les travailleurs américains contre la mondialisation échevelée et cervelée qui détruit nos emplois dans toutes les familles qui nous écoutent aujourd'hui, par exemple, défendu le salaire des travailleurs américains, défendu leur pouvoir d'achat. Donc, tout libéral très riche qu'il soit, il n'empêche qu'il a manifesté dans sa manière de gouverner, à l'américaine encore une fois, et ça n'est pas du tout la même chose que chez nous, à l'anglo-saxonne, il a su prendre des trajectoires que je reconnais bien volontiers, que je fais mienne, de la même façon. Mais il y a 3 points qui distinguent, je trouve. Un, il a fait, ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, il y a des analystes qui le disent, il a fait d'une certaine façon la fusion Gilets jaunes Manif pour tous aux États-Unis, ce qui ne s'est pas produit ici. Pas encore, c'est ce à quoi je travaille. Il a le vote des retraités. Or, les milieux conservateurs n'ont pas le vote des retraités aujourd'hui. Et il a aussi les très riches. Or, il y a peu de très riches dans les idées que vous représentez. C'est exact. Sur les troisième points, je pense que les choses seront très longues. Sur les 2 premiers points, je pense que le projet politique que je porte est exactement de nature à réunir ces 2 premières populations que vous avez décrites, ces 2 premières cibles que sont, entre guillemets, la Manif pour tous d'un côté et les Gilets jaunes de l'autre côté. Les 2 sont des électorats conservateurs, veulent de l'enracinement, veulent vivent dans leur village, veulent vivre des fruits de leur travail, veulent éduquer leurs enfants selon le modèle qu'ils ont choisi eux, ne veulent pas voir disparaître le patrimoine et la culture français. C'est ce qu'ils veulent. Alors ils le disent avec des mots différents. Pourquoi ça ne se fait pas alors si c'est si évident que ça? Ça ne se fait pas parce que pour l'instant il n'y a pas eu, aucun responsable politique n'a voulu essayer d'opérer cette synthèse en étant fidèle à ces 2 types d'aspirations à la fois. Je suis encore une fois, moi, extrêmement girondin. Je veux dire par là que je ne crois pas dans la toute-puissance de l'État qui fasse à la place des gens. Et je suis le seul, et vous pourrez voir, je serai là aussi sur ce point, le seul à proposer une réforme institutionnelle qui aille aussi loin que celle que je propose aujourd'hui, qui fasse confiance aux Français. Mais je dirais votre livre porte sur les institutions. Absolument, c'est vraiment un livre institutionnel. Au risque d'intéresser les journalistes politiques. C'est un petit risque, Jean-Frédéric Poisson. Ça pourrait même arriver sur un malentendu, comme dit l'autre. Mais oui, je crois. Et sur les retraités, il y a 2 choses que j'ai à leur dire. La première chose, c'est que je comprends qu'ils aient pu ou qu'ils puissent considérer que le président de la République, d'une certaine manière, répond à leurs attentes et sert leurs intérêts. C'est leur candidat aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'ils se trompent. Et je voudrais leur dire, au moins leur apporter des éléments d'affection pour dire, voilà, en réalité, ce président de la République-là, il vous met en danger et il met en danger vos familles. Je leur apporterai pendant la campagne ces éléments de réflexion. Ça va être l'axe de campagne. Ça va être un des axes de campagne, c'est de faire tomber
l'image d'un président de la République qui serait formidable et qui ferait tout ce qu'il peut pour la France. C'est de l'enfumage, cette présidence de la République. C'est le règne du mensonge, y compris d'ailleurs dans la manière dont on parle de la crise sanitaire. Enfin, je veux bien. Reprenez les chiffres d'Olivier Véran, les auditeurs peuvent faire ce calcul-là avec moi. Il y a un contaminé toutes les 30 secondes, mais c'est une blague. Il suffit de faire la multiplication. Un mort toutes les 4 minutes, c'est une farce. Donc on peut pas jouer. Vous avez vu le documentaire Hold Up ? Je vais le regarder. Le matraquage médiatique pour assurer sa décrédibilisation m'a plutôt invité à le regarder qu'à ne pas le regarder, parce que maintenant je me méfie d'un certain nombre de réflexes de caste dont vous n'êtes pas, monsieur Dauphren, évidemment. Une dernière question, Jean-Frédéric Poisson. Rétablir le pouvoir de l'État, chapitre 3, sortir du piège européen, Frexit ou pas ? Il y a un point d'interrogation, hein. Vous êtes prudent là-dessus ? Oui, parce que je sens qu'il y a chez les Français deux aspirations qui peuvent être contradictoires. La première, c'est de se dire au fond, l'Europe ne nous apporte décidément pas rien de ce qu'elle nous avait promis, et elle nous empêche de vivre dans une large mesure, donc il faudrait s'en débarrasser d'une certaine façon ou la quitter. Mais d'un autre côté, on ne sait pas très bien ce que ça fait. Donc il faut mettre en place le débat public et les solliciter, encore une fois, sur ce sujet aussi, leur faire confiance. Jean-Frédéric Poisson, merci d'être venu ce matin en direct sur notre antenne. La Voix du Peuple, cette édition du Rocher, c'est à retrouver. C'est votre dernier essai pour lancer donc votre campagne à la présidentielle de 2022. Et votre parti, c'est via La Voix du Peuple. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente journée.